Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur Acteurs Public TV pour cette émission spéciale consacrée à la relation, aux relations entre l'État et les collectivités, cette relation moteur des transitions. Une émission spéciale que nous vous proposons en amont de la convention, 32e convention des intercommunalités de France, qui se déroulera les 5, 6, 7 octobre à Bordeaux. Avec moi en plateau, Sébastien Martin, bonjour. Bonjour. Président d'Intercommunalité de France, vous êtes président du Grand Chalon, en distanciel comme on dit. Françoise Gatel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame la Présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Thomas Fromentin, bonjour. Bonjour à tous. Président de la communauté d'agglomération Poix-Foix-Varil dans l'Ariège. Et on entendra dans un instant deux courtes interventions du Christophe Mirmand, le président de l'association du corps préfectoral, et Éric Kerrouche, sénateur des Landes. Pour lancer notre échange, je me tourne vers vous, Sébastien Martin. Alors, relation État-collectivité, le thème de votre convention. Où en est-on en septembre 2022, après 2 ans de crise sanitaire qui ont modifié un peu la donne dans cette relation État-territoire? Je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à sortir d'une relation qui est parfois paradoxale. C'est-à-dire, on attend beaucoup de l'État et en même temps, nous savons sur les territoires que l'État ne peut pas tout. Et je crois que l'enjeu des années qui viennent devant nous, c'est justement d'arriver à reconstruire une relation peut-être un petit peu différente de ce que l'on a connu par le passé, où on disait très verticale, et d'être capable de sortir des tuyaux d'orgue et d'être beaucoup plus au service de nos habitants et du territoire, et un peu moins enfermé dans nos histoires de compétences. Une relation plus équilibrée. Françoise Gatel, cette relation, c'est un thème sur lequel vous intervenez beaucoup au Sénat, cette relation État-territoire doit-elle être moins verticale, plus équilibrée? Il y a urgence de modifier les équilibres selon vous? Je pense que la relation, elle doit être plus apaisée et moins tumultueuse et qu'on doit être effectivement dans cette notion de partenariat. L'État et les collectivités, c'est un peu les deux mains dont on a besoin pour agir. Et aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est pas qui fait quoi, c'est comment on fait les choses. Et on devrait avoir en commun, État et nous, un seul objectif, c'est l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre, au dernier habitant, avec un principe de subsidiarité, de différenciation. La recette, elle est très simple parce que derrière, il y a un enjeu de confiance des Français ou de défiance aujourd'hui. Merci Thomas Fromentin. Quelles sont vos attentes? Vous êtes président d'une communauté d'agglomération dans l'Ariège, je le disais. Comment vous la vivez et quelles sont vos attentes vis-à-vis de la puissance publique, vis-à-vis de l'État? Vous savez, moi je vais vous dire, je suis né en 78, donc je suis un enfant de la décentralisation. Donc pour le coup, je l'ai toujours connu. Peut-être faudrait-il tout simplement revenir à son principe, en fait, hein, qui est celui de la libre administration des collectivités territoriales. Et donc, ça veut dire forcément un fonctionnement plus horizontal, pour reprendre ce que disait Sébastien Martin, un fonctionnement où d'égal à égal, au regard de ce que chacun fait pour les habitants de notre territoire, on arrive à travailler ensemble. Et pour ce faire, dans Intercommunalité de France et sur nos territoires, on a beaucoup défendu et on continue de défendre la logique de la contractualisation, qui nous semble une bonne manière de mettre en œuvre des relations équitables, équilibrées entre l'État et les collectivités d'une manière générale. Surtout, on va dire que dans nos intercommunalités, on a l'habitude de l'idée de projet de territoire, puisqu'on les a tous, et puis l'habitude du dialogue, parce que je dirais que c'est un peu notre ADN pour le coup. Votre ADN. Alors, on est au début d'une nouvelle mandature. Je vous propose d'écouter, de regarder cette capsule vidéo du sénateur des Landes, Éric Kerrouche. Il a été missionné pour réfléchir à l'organisation territoriale de l'État et de ses relations avec les collectivités territoriales. Je vous propose qu'on regarde et puis on en parle juste après. Pendant les 30 Glorieuses, on va dire que l'État, son sujet, c'était la modernisation. La modernisation de notre pays, autant au sens large. Et que depuis la fin des années 90, le sujet, c'est la modernisation de l'État. Et donc, il y a un retournement complet de paradigme sur la façon dont on conçoit de manière globale l'État.
Pour autant, ce qu'on montre également et ce que l'on montre aussi dans le rapport, c'est le fait que pour faire de la manière la plus ramassée possible, on ne sait pas où va l'État territorial. Ou plus exactement, on ne sait plus où va l'État territorial. Et que on a mis en place une gouvernance par les nombres, essentiellement, et donc, en gros, par la diminution du nombre de fonctionnaires, qui a des effets sur la structuration de l'État dans les territoires et qui a des effets, du coup, dans l'interaction que les collectivités peuvent avoir dans les territoires. Et puis, cette réalité a été percutée par les différents problèmes que nous voyons apparaître, aussi bien, par exemple, une pandémie inédite qui implique, bien entendu, un nouveau rôle en matière de coordination et de salubrité et de sécurité publique en ce qui concerne l'État, et puis, j'allais dire, des problématiques ponctuelles qui peuvent malheureusement se répéter, comme celle que nous avons connue cet été, par exemple, pour les feux de forêt qui ont concerné la Gironde et pour partie le haut du département des Landes que je représente, où on se rend compte qu'il faut ajuster et faire en sorte que la relation élu-préfet soit la plus fluide possible, sachant que cette relation s'est construite, j'allais dire, à l'épreuve, de manière pragmatique, à l'épreuve des faits, aussi bien pendant la pandémie que pendant euh, les difficultés que j'évoquais par ailleurs. Rapport qui sera rendu à la fin du mois de septembre. On ne sait plus où va l'État territorial, puis une relation qui doit évoluer en fonction des circonstances. Votre sentiment? Notre sentiment, c'est que peut-être qu'on ne sait plus où va l'État territorial, mais que pour autant, en tout cas c'est ce que nous défendons à Intercommunalité de France, on croit à la déconcentration des moyens depuis les administrations centrales vers l'État territorial. On considère que pour faire aboutir nos projets, pour régler les problèmes d'un territoire, on y arrivera sans doute mieux en pouvant discuter avec l'État local, le préfet de département ou le préfet de région, qu'en ayant à faire appel ou affaire avec une administration centrale à Paris. Ça n'a rien de péjoratif vis-à-vis de Paris, mais je crois que dans la proximité, dans la connaissance du terrain, on arrive mieux à régler les problèmes. Donc nous, on attend d'un État qui, effectivement, dans une situation peut-être un peu plus modeste, est capable de se mettre en écoute et en partage avec le territoire et de l'accompagner parce que l'État central lui a déconcentré les moyens, et notamment les moyens financiers qui sont nécessaires pour accompagner la montée en puissance des territoires. Françoise Gatel, c'est une autre posture et puis une déconcentration renforcée, peut-être donner plus de latitude de faire. Quel est votre regard? Y a-t-il urgence à davantage déconcentrer? Alors, je crois effectivement qu'il y a urgence. C'est pourquoi la délégation aux collectivités du Sénat a lancé cette mission portée par Éric Kerrouche et Agnès Canaillé sur les services déconcentrés. Nous avons eu beaucoup d'intérêt des élus, mais aussi beaucoup de retours d'un questionnaire que nous avons fait auprès des préfets et des sous-préfets. On a deux sujets, c'est-à-dire on a cette verticalité qui fait qu'à partir de Paris, on défend un modèle qui uniformise. Donc ça veut dire qu'il y a le sujet de la différenciation et puis surtout, il y a le sujet de la déconcentration et de la cohérence. On a vu au moment de la crise sanitaire, enfin ça a dû ouvrir les yeux à tout le monde, y compris à ceux qui découvraient les choses. On a vu un président de département apprendre par la presse qu'il y avait dans des EHPAD dont les départements ont une tutelle avec l'ARS, qu'il y avait un cluster parce que le directeur de l'ARS n'avait pas appelé le président de département et que le directeur de l'ARS y gérait les choses sans le préfet. Est-ce qu'on imagine un Premier ministre qui n'aurait pas sous son autorité le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Santé, le ministre des Finances publiques? Il faut que les élus locaux aient un chef d'orchestre de toutes les problématiques de l'État. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Et l'importance d'un travail partenarial entre les collectivités et l'État, c'est le renforcement du rôle de coordination du préfet qui aujourd'hui n'a pas autorité sur la moitié des sujets.
Thomas Fromentin, un préfet au pouvoir, aux interventions peut-être renforcées, une information aussi qui doit peut-être mieux circuler, ce que dit en substance Madame Gatel. C'est une nécessité, il y a urgence? Ah oui, je pense que c'est une absolue nécessité. Je dirais même que quand on défend la décentralisation, on défend la déconcentration. Parce qu'il nous faut avoir des interlocuteurs qui aient les pouvoirs d'agir, qui sont en capacité de discuter avec nous. Moi, très franchement, je dis, voilà, je suis un élu d'une zone rurale, hein, en Ariège. Nous avons de bonnes relations avec l'État déconcentré et très souvent, heureusement que l'État déconcentré est là. Je le dis même simplement. Puisqu'il faut prendre des exemples, il y en a un, j'en ai un qui date de 3 semaines, une CNAC, hein, Conseil national de l'aménagement commercial, Commission nationale de l'aménagement commercial. La lecture d'un dossier par le ministère de l'Environnement, c'était avis négatif. Heureusement que nous avons eu une DDT et une préfète qui a dit « Mais attendez, vous faites la mauvaise lecture. Il est parfait ce dossier, il est conforme à la sobriété foncière, il est conforme à la transition énergétique et vous allez vous y opposer. Ah non, effectivement, on n'avait pas bien lu. » Ça, c'est un des... Et je vous cite celui-ci, mais si vous saviez le nombre d'exemples que nous pouvons avoir. Donc oui, effectivement, je pense qu'on a besoin d'avoir un État national et sans doute au niveau européen régulateur. Voyons l'enjeu énergétique actuel. On a besoin d'avoir un État et une Europe régulatrice. Mais laissons-nous après appliquer, mettre en œuvre dans une bonne relation avec les autorités déconcentrées sur le terrain auprès de nos habitants. Beaucoup d'incarnation, il faut aller. Le dialogue est essentiel, visiblement, pour dépasser, contourner peut-être quelques dispositifs ou quelques décisions qui relèvent d'une forme d'absurdité, ce qu'il dit en substance. C'est un peu ça. Vous savez, j'ai l'habitude de dire un bon cadre d'administration, qu'il soit d'État ou de collectivité, c'est quelqu'un qui a cette capacité à faire transpirer les règlements. Faire transpirer les règlements, c'est-à-dire d'être en capacité, de la part d'un texte un peu froid, de l'adapter à une réalité locale et d'être en capacité de trouver les réponses aux problèmes. Et je pense qu'effectivement, on arrive mieux à faire transpirer les règlements quand on est présent sur place, quand on mouille le maillot sur le terrain, que quand on en est très éloigné. Transpirer les règlements, voilà une belle formule. Évoquons plus avant les enjeux des transitions, des grandes transitions. Vous avez évoqué ces enjeux de sobriété, plan de sobriété. Je vous propose une deuxième intervention, celle du préfet président de l'association du corps préfectoral, Christophe Mirmand, qui explique comment cette relation État-territoire, État-collectivité doit s'incarner aussi sur ces enjeux de sobriété qui sont au tout devant de l'actualité. On écoute Christophe Mirmand. Cette proximité entre le représentant de l'État, les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales permet effectivement une plus grande rapidité dans la mise en œuvre des orientations nationales en matière de transition écologique et énergétique. Je pense en particulier, bien évidemment, d'abord à l'accompagnement des projets qui peuvent être mis en œuvre au plan local par les collectivités et à l'instruction desquels les services de l'État concourent. Je pense également au dialogue qui existe en permanence entre les services régionaux ou départementaux de l'État et les services des collectivités territoriales, les élus locaux, pour les démarches de planification, qu'il s'agisse par exemple de la mise en œuvre de l'objectif de zéro artificialisation nette, ou bien encore de la mise en œuvre de toutes les démarches d'amélioration de la qualité de l'air, notamment au titre du déploiement des zones à faible émission mobilité à l'échelle des métropoles. Toutes ces démarches supposent un dialogue étroit et confiant entre l'État, les collectivités locales et participent de notre quotidien. Et c'est bien évidemment une exigence que nous puissions ensemble faire converger les outils dont nous avons la responsabilité avec cet objectif de gagner du temps, notamment sur les procédures d'instruction administrative et de pouvoir ainsi être les plus rapidement opérationnels. Merci au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président de l'association du corps préfectoral qui a tenu à témoigner. Il le dit, les synergies, la relation sont essentielles, sachant que le défi est très fort. Il faut concilier sobriété foncière, développement économique et industriel des territoires. Ce n'est pas une mince affaire. Non, ce n'est pas une mince affaire et c'est là où effectivement on comprend bien que le cadre de la loi, et je pense que Françoise Gatel sera d'accord avec moi, les parlementaires, la loi est votée pour l'ensemble du pays. Mais son application, derrière, elle a cette nécessité
de pouvoir s'adapter à ce que vive la réalité des territoires. Quand on le préfet parle de la question de l'artificialisation nette des sols, ou on pourrait parler des politiques du logement, tiens, pour sortir un peu tout le temps de l'artificialisation nette des sols. Bien évidemment que les enjeux autour de l'habitat ou du logement ne sont pas du tout les mêmes quand vous êtes dans les territoires frontaliers avec une pression foncière énorme, avec des questions de population qui arrivent massivement, et puis dans des territoires dits détendus où là, on essaye de se battre pour avoir des gens qui viennent construire des logements. Et pour autant, il y a une même loi nationale qui s'applique pour tout le monde. Eh bien, si on n'a pas sur le terrain un interlocuteur représentant de l'État qui a parfaitement en tête la différence et ce qui se vit sur le terrain, alors on va dans le mur parce qu'on applique bêtement des règlements qui n'ont pas d'écho sur la réalité locale. Encore, question de l'incarnation est forte. Françoise Gatel, c'est un sujet sur le devant de l'actualité, cette question de la sobriété foncière, à concilier avec des enjeux de développement local, de développement économique. Quelle est la bonne méthode, selon vous ? Nette en l'état, en tout cas, et l'objet même d'une sorte de dogme sacré. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, chacun est conscient de la nécessité d'adopter de la frugalité foncière. Et en même temps, si je puis dire, le gouvernement nous dit qu'il faut réindustrialiser pour améliorer notre souveraineté. Il faut construire des logements, alors même que l'on sait qu'avec une population qui n'augmente pas, il faut plus de logements, il faut des liaisons douces, il faut des structures comme le canal Europe-Seine qui sont extrêmement vertueux, et que la difficulté qu'on a, c'est que cette loi, elle donne un dogme, mais qu'ensuite, on n'a pas, moi je pense, assez d'études d'impact et de faisabilité, et qu'effectivement, la situation n'est pas la même selon les territoires. Vous êtes aussi sur une commune littorale, quand la partie du trait rentre dans votre surface qui ne peut pas être urbanisée. Je prends l'exemple du Croisic, c'est une commune où il reste 9000 m² de terrain possible à urbaniser qui appartient à un propriétaire privé, quand en même temps on doit construire des logements pour des gens qui travaillent. Donc il faut qu'on fasse de la différenciation et de la territorialisation, et je crois de la contractualisation. Ce que le Sénat a proposé dans la loi 3DS et ce qui a été accepté autour du logement social, et c'est la même idée que nous défendons, c'est que l'obligation d'être vertueux en construction de logement social comme en matière de frugalité foncière doit être conjuguée d'une manière réaliste et pragmatique, et qu'il faut que les territoires s'obligent à atteindre l'objectif, mais qu'on leur permette de prendre en compte les contraintes qui peuvent être les leurs et de se donner un pas de temps qui peut être différencié et adapté. Ce qui veut dire que les élus ont une obligation d'atteindre cette frugalité foncière, mais on les considère comme responsables et volontaires. Et dans le dispositif de ZAN, la différenciation va être plus que jamais nécessaire. Je terminerai avec un autre exemple. Moi, je suis dans un territoire d'Ille-et-Vilaine où nous devons accueillir 10 000 habitants. Nous avons des infrastructures pour desservir le reste de la Bretagne. Comment va-t-on faire ? Comment va-t-on conjuguer de l'emploi, de l'économie et de la vertu ? Et en plus, il y a une dimension sociétale qu'il faut prendre. La crise sanitaire a montré la difficulté et la nervosité de nos concitoyens qui habitent parfois dans des grands immeubles très exigus, sans espace de végétation qui leur permette de respirer. Donc faisons attention à ne pas transformer une idée vertueuse en impossibilité ou en cauchemar, qui fera que dans 15 ans, on se réinterrogera, comme aujourd'hui on s'interroge sur les excès de la consommation de foncier et de l'étalement urbain. Merci Françoise Gatel. Thomas Fromentin, je me tourne vers vous. En distanciel, ces enjeux de sobriété foncière, l'objectif de zéro artificialisation nette, et puis ce besoin de réindustrialiser, ces besoins sociaux, ce besoin de logement. Comment fait un président de communauté d'agglomération tel que vous ? Vous êtes président d'un SCOT qui est en révision et en plus qui est en train d'adopter un PLUIH. Donc vous voyez l'équation. En fait, je vais reprendre exactement ce que Françoise Gatel vient de dire. C'est
la sobriété foncière, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est une idée vertueuse. C'est une idée que nos territoires mettent en place depuis des années. Mon prédécesseur au SCOT, il a réduit drastiquement les zones constructibles sur notre territoire. Le risque actuel, c'est que cette idée vertueuse est nécessaire. Moi, je ne dirais pas, ici je ne dirais pas et je ne le pense pas, que la sobriété foncière n'est pas nécessaire. Elle est nécessaire du point de vue de notre souveraineté alimentaire. Il faut maintenir des terrains agricoles. Elle est nécessaire vis-à-vis de la transition écologique. Il faut impérativement avoir des logiques d'absorption des sols si jamais on ne veut pas arriver à ce dont on est, et de logique de rafraîchissement. Mais la logique, alors je ne voudrais pas être désagréable, mais parfois franchement un peu technocratique, dont est mis en place ce zéro artificialisation nette, avec des décrets dans lesquels on nous met les pistes cyclables comme des logiques d'artificialisation, alors qu'on doit nous mettre en place des politiques de mobilité pour faire des mobilités alternatives. Mais franchement, au jour le jour, comment vous voulez que moi, face aux collègues, j'explique l'enjeu de sobriété foncière? Mais ça ne tient plus. Et donc le risque, c'est que cette idée vertueuse, nécessaire, impérative même vis-à-vis de notre avenir commun, à force de trop de réglementation, de technocratie, de ne pas faire confiance au territoire, on la plante. Excusez-moi de l'expression. Et on ira dans le mur. On ira dans le mur. On arrive au terme de notre échange. L'objectif de cette émission était de poser les grands enjeux en amont de la Convention des intercommunalités de France à Bordeaux, 5, 6, 7 octobre. On vous donne rendez-vous. Peut-être le mot de la fin, Sébastien Martin. On voit que les enjeux sont multiples, qu'il faut une approche large, qu'il faut en même temps une incarnation dans les territoires. Il y a des défis de sobriété, mais de développement économique. Tout cela est complexe. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, peut-être en mot de la fin? Qu'est-ce que vous dites aussi à celles et ceux au plus haut niveau de la décision publique qui nous regardent? Je dis qu'il faut beaucoup d'humilité et que personne n'a la réponse aux problèmes du pays tout seul. Et que les problèmes du pays de sobriété énergétique, de transition écologique, de mobilité, de réindustrialisation, ils ne sont pas chez l'État d'un côté et les collectivités de l'autre. Ils sont forcément dans une alliance des territoires et de l'État ensemble. Mais dans une démarche qui doit être nouvelle, qui doit s'appuyer sur la France des bassins de vie, qui est capable de porter un projet de développement, capable de porter un projet de territoire, et ensuite à l'État, à nos autres partenaires, les départements, les régions, de nous accompagner dans ces projets de développement et de territoire qui, là, effectivement, sont en capacité de s'administrer librement et en toute autonomie. On en débattra donc 5, 6, 7 octobre à Bordeaux. Merci Sébastien Martin, président d'Intercommunalité de France, président du Grand Chalon. Merci à vous deux, Françoise Gattel, ravi de vous avoir toujours sur nos antennes, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et de la décentralisation. Merci Thomas Fromentin d'avoir témoigné, président de la communauté d'agglomération du pays Foix-Varilhes. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, merci. Il manque l'accent. Merci à tous les deux et merci à vous toutes et tous de nous suivre. Et donc, je vous donne rendez-vous début octobre pour la Convention nationale d'intercommunalité de France à Bordeaux sur le thème, on l'a vu, le thème des relations État-collectivité. Merci beaucoup.